Bonjour, bienvenue sur Décideurs du droit en compagnie de Christiane Ferralschul, présidente du Conseil national des barreaux pour parler Open Data des décisions de justice. Christiane Ferralschul, bonjour. Bonjour. Alors le décret du 29 juin dernier, publié au journal officiel du 30 juin, a apporté des précisions sur le cadre juridique de l'Open Data des décisions de justice. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a des choses positives, notamment le fait que la gestion des contentieux passera bien par un débat contradictoire. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que l'anonymisation est nécessaire et qu'il appartient au juge de décider de l'anonymisation des noms de tiers qui pourraient apparaître dans la décision. Cette décision, dans le projet de décret, était soumise finalement à une décision administrative si les avocats voulaient en discuter, ou si une partie concernée, ne voulant pas que son nom apparaisse dans une décision, le process était administratif. Donc sur ce point-là, on obtient une avancée, puisque une fois la notification faite aux parties, il y a une possibilité d'avoir un débat contradictoire. En revanche, ce débat, à notre avis, arrive trop tard, parce que dans le dispositif qui est prévu, la décision est rendue, elle est notifiée aux parties, et 6 mois plus tard, elle est publiée en ligne. Ce qui veut dire qu'il y a 2 étapes. Les parties elles-mêmes peuvent, je ne sais pas, ne pas être d'accord avec l'occultation ou la non-occultation du nom d'une partie, d'un tiers, prenons l'exemple d'un témoin qui apparaîtrait. Il doit réagir après la notification aux parties. Et si le constat de la difficulté se fait après la publication en ligne, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, la publication en ligne fait que la personne ne pourra plus du tout réellement obtenir l'occultation de son nom. Les garanties ne sont pas suffisantes. Donc cette garantie-là, je pense, aurait pu être renforcée. Et nous, ce que nous allons conseiller aux avocats, c'est d'anticiper cette difficulté dans leurs écritures. Et lorsqu'ils font appel, encore une fois par exemple, à un témoin ou à un expert qui serait intervenu, qui n'est pas directement la partie concernée, eh bien, d'anticiper et de préciser au juge qu'il faudra occulter ou non le nom de cette personne. Alors, quelles sont vos inquiétudes sur l'ouverture des données ? Alors, je pense tout d'abord que l'open data, on l'attendait depuis longtemps, puisque c'est la loi pour une république numérique, ça date de 2016. On aura mis donc 4 ans à sortir ce décret. En soi, c'est une bonne chose, l'open data des décisions judiciaires, ce partage de l'information et l'absence finalement de filtre donne une meilleure visibilité de la jurisprudence. Un meilleur accès au droit. C'est favoriser l'accès au droit et rendre le droit plus lisible d'ailleurs dans les décisions qui sont rendues. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est un marché qui a été pris en main plutôt par des acteurs privés. Alors que s'agissant de l'open data de décision judiciaire, la logique voudrait que ce soit les autorités publiques qui prennent en main le dispositif et arrêtent les conditions dans lesquelles l'open data des décisions judiciaires va se faire. Parce que font les acteurs privés? Ils vont opérer une sélection et vous avez plusieurs strates. Vous avez déjà la manière dont ils vont aller collecter l'information. Et cette collecte, on l'a vu, peut être plus ou moins loyale. Donc en allant à la pêche à ces éléments, on sait bien que ce qui va différencier un éditeur par rapport à un autre, c'est l'exhaustivité de la base de données. Donc déjà, vous avez au point de départ une inégalité qui se crée entre ceux qui respectent le process et ceux qui font
comme ils peuvent. Il n'y a pas de règle. Et nous savons que l'intégrité, voire l'intégralité de la base de données est une donnée très importante, puisque si par exemple vous ne collectez que les décisions judiciaires du nord de la France, ça ne va pas nécessairement vous donner les mêmes résultats que si vous collectez majoritairement les décisions rendues à l'est, à l'ouest ou au sud. Donc cet équilibre-là ne doit pas être entre les mains d'acteurs privés, donc pour vous, mais c'est à l'État de fixer les règles du jeu. C'est à l'État de décider de cette collecte et de s'assurer que cette intégralité de la base de données et donc son intégrité est une condition de l'efficacité de la base de données. Donc vous avez déjà cette première étape. Ensuite, vous en avez une deuxième qui va être le recours aux algorithmes. Je pense qu'il faut bien intégrer que la justice n'est pas un service public comme les autres et nécessite une attention particulière. Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut avoir présents à l'esprit. Le premier, c'est que nous sommes un État dans lequel la règle de droit l'emporte sur la jurisprudence. Si vous prenez l'exemple de l'encadrement des loyers, le jour où une loi modifie cette règle, toute la jurisprudence antérieure n'a plus de sens et ne doit plus venir influencer la décision qui va être prise soit par le magistrat, soit l'analyse qui va être faite par l'avocat. Ça, c'est le premier élément, et il ne faut pas qu'on bascule dans une approche à l'anglo-saxonne, où effectivement la jurisprudence construit le droit. Donc ce premier élément est important. Et le deuxième, c'est comment va fonctionner l'algorithme. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de violer le secret des affaires. On ne demande pas les codes. De toute façon, on ne le saurait pas. Mais vous pointez le risque de biais, par exemple. Voilà. Mais un algorithme est nécessairement imprégné des biais. Pourquoi? Parce que lorsqu'un juge rend une décision, il rend sa décision au regard, bien sûr, d'éléments de contexte. L'avocat n'est pas là pour dire le droit. Il est là pour expliquer le contexte et pour expliquer comment cette règle de droit va devoir s'appliquer à raison du contexte qui va être expliqué. Et cette décision, il va la rendre en fonction de biais naturels. Ça peut être son expérience, ça peut être sa culture, sa religion, enfin peu importe. Ces éléments-là vont d'une manière ou d'une autre influencer, même s'il n'y a pas de conscience que le biais va influencer. Maintenant, vous transposez au concepteur d'un algorithme. On sait déjà qu'un algorithme conçu par un homme ne donne pas les mêmes résultats que par une femme. Donc, vous imaginez tous les biais qui peuvent insidieusement imprégner l'algorithme. C'est pour ça que vous êtes pour la régulation. Pour cela, il me paraît indispensable, là encore, de ne pas laisser les acteurs privés décider tout seuls et définir un cahier des charges. Le Conseil de l'Europe, à travers le CEPEJ, a émis un certain nombre de propositions qui peuvent être amendées, qui peuvent être revues, mais il est évident qu'il faut que les algorithmes respectent ce qu'on appelle legal ethic, respectent un certain nombre de règles, comme cela a été fait pour le RGPD, où vous savez très bien que ces notions de privacy by design, privacy by default existent. Je crois qu'il y a 5 principes d'ailleurs. Donc ces principes doivent être dans le cahier des charges et l'État ne doit pas se désengager et ne doit pas laisser les choses s'inscrire. Alors en marge de ça, moi j'ai une autre préoccupation qui est que il ne faut pas laisser la justice se déshumaniser. Vous savez qu'en Estonie, il y a une expérience qui est menée, puisque des décisions sont rendues par un juge robot pour des créances, d'après ce que j'ai compris, inférieures à 7 000 €. Est-ce qu'un litige inférieur à 7 000 € est un petit litige ? Ça dépend de l'individu. Donc déjà, il y a une inégalité qui peut naître parce que vous n'avez pas, lorsque vous avez affaire à la justice, vous n'avez pas de petits dossiers ou de grands dossiers. Chaque dossier est important. Et si vous êtes en litige avec votre plombier, ça peut être aussi important que la multinationale qui a
qu'il y a un conflit. Donc déjà, il y a un décalage qui s'opère, une inégalité, mais de surcroît, nous savons, avocats, que lorsqu'il y a une créance qui est due, même si elle est certaine, il y a toujours un débat possible pour expliquer les circonstances dans lesquelles la créance a été consentie. On sait qu'il y a une inégalité peut-être entre le créancier et le débiteur, peut-être qu'on peut obtenir des délais de paiement, peut-être. Ce sont ces éléments-là qui sont importants et qui va conduire le juge, certes, à appliquer la règle, mais qui va peut-être donner un certain nombre d'éléments qui vont tenir compte de circonstances particulières. Et donc, il ne faut pas laisser la justice se déshumaniser. Et il y a un dernier problème, qui est qu'un jeune magistrat ou un jeune avocat qui utilise ces bases de données, l'analyse est très fine. C'est vrai que c'est absolument fantastique d'avoir une analyse issue de millions de décisions de justice qui va vous donner une ligne d'attaque ou une stratégie, ou en tous les cas va vous permettre à la fois de gagner du temps et d'être très précis et de trouver peut-être la décision qu'il fallait trouver. Mais la différence, c'est que moi, avec mes années d'expérience, le magistrat, avec ses années d'expérience, il est capable de porter un regard critique sur le résultat de l'analyse produite par l'algorithme. Le jeune qui débarque, il n'a pas nécessairement été formé à contrer l'algorithme. Donc là-dessus, il faut que les universités, l'école des avocats, l'école de la magistrature se penchent sur ce problème-là, parce que demain, il ne faut pas que tout cela devienne mécanique, sans cet esprit critique qui fait la particularité de l'avocat, qui fait aussi les revirements de jurisprudence. Donc, c'est à la fois fantastique, l'open data des décisions judiciaires, mais c'est vraiment un chantier dans lequel l'État doit s'investir, dans lequel nous devons être extrêmement vigilants, d'où notre proposition d'avoir une autorité administrative qui associe le Conseil national des barreaux dans l'élaboration à la fois des règles, l'évolution, et tout cela, il faut qu'on avance avec beaucoup de discernement. Merci Christiane Ferraccio. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt dans Décideurs du droit.